Madame, Monsieur, bonsoir. 69 jours de confinement au Maroc et en attendant les données actualisées sur les emplois qui ont été supprimés lors de cette période d'arrêt ou de baisse d'activité, les derniers chiffres du chômage dont nous disposons sont ceux du Haut Commissariat au Plan, où le taux de chômage a franchi la barre psychologique des 10%. Ça, c'était au dernier trimestre de l'année dernière, soit avant le pic de la crise liée à la Covid-19. En tout cas, on appréhende une perte conséquente d'emplois post-Covid, notamment chez les 15-24 ans. Appréhension confirmée par une récente étude de l'Observatoire de l'Organisation internationale du travail, axée précisément sur le Covid-19 et l'emploi. Ainsi, dans le monde, plus d'un jeune sur 6 a cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Et ceux qui ont conservé leur emploi ne travaillent, eux, qu'à hauteur de 77%, voire moins. Avec ou sans Covid au Maroc, mais aussi ailleurs, chez les jeunes, le chômage sévit davantage. Comment appréhender cette crise sans précédent dans le marché de l'emploi et quelles sont les pistes pour amortir les dommages? Saïd Blal, expert en ressources humaines, nous répondra. Ce sera en première partie d'émission. Mais n'oublions pas qu'une partie de ces jeunes a eu recours au plan D. Des reconversions sont remarquées ici et là, notamment vers des métiers qui ont le vent en poupe, soit des métiers liés au digital, au web marketing, en passant par la livraison. En deuxième partie d'émission, justement, il sera précisément question du secteur de la vente en ligne ou la digitalisation du retail dans le jargon professionnel et son franc succès grâce au confinement. 1 800 000 transactions entre le 20 mars et le 19 mai, c'est une augmentation de taille. Analyse donc de cette évolution du e-commerce au Maroc en compagnie de Michael Nassiri, directeur général du Centre monétique interbancaire. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Le coronavirus donc complique le marché de l'emploi plus qu'il n'est compliqué. Plus de 900 000 salariés sont en arrêt de travail et viennent s'ajouter aux millions de demandeurs d'emploi déjà recensés à fin 2019. Souhail Jalil revient sur les chiffres de l'emploi et du chômage au Maroc. Regardez. Le coronavirus fait exploser le chômage. Selon les données officielles disponibles, plus de 900 000 employés déclarés à la CNSS sont actuellement en arrêt de travail. Ces 900 000 employés du secteur privé déclarés à la CNSS ont été inscrits par leurs employeurs pour bénéficier de l'indemnité du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Or, et selon les derniers chiffres du ACP, ces travailleurs viennent s'ajouter aux 1,1 million de chômeurs que comptait le Maroc à fin 2019. Du coup, l'augmentation est phénoménale, plus 70%, soit 2 millions de personnes, et le taux de chômage, lui, passerait à plus de 16% contre 9,2% fin 2019. Des chiffres qui seront sûrement revus à la hausse, au moins jusqu'à la fin d'une crise dont les séquelles pourraient bien persister. Notons également que si les statistiques sur le nombre d'emplois formels perdus sont disponibles, il est encore pour l'heure difficile de quantifier les emplois informels et non déclarés perdus. Pour mettre en lumière le nombre exact des chômeurs, la prochaine enquête nationale sur l'emploi du ACP au titre du premier trimestre 2020 est très attendue. Elle seule pourra fournir une évolution globale du chômage depuis le début de la pandémie. Et depuis Bouzneqa, un expert en ressources humaines. Bonsoir Saïd Blal. Bonsoir. Alors justement, en attendant cette enquête, pour avoir une idée, en tout cas chiffrée et factuelle du nombre des chômeurs à cause de cette pandémie, pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser les chiffres, notamment pour les données relatives aux personnes qui ont bénéficié, ou les ménages d'ailleurs, qui ont bénéficié des indemnisations via le fonds Covid, pour établir un schéma sur la situation de l'emploi pendant cette pandémie de la Covid-19 ? Un peu difficile parce que les conséquences, on les verra peut-être plus tard. Maintenant, ce qui est certain, c'est que effectivement, il y aura un impact important sur l'emploi et particulièrement celui des jeunes, comme vous l'avez déjà cité, et que tout dépendra aussi du plan qui sera mis en place pour reprendre les choses en main et surtout booster l'économie du Maroc. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'un chiffre de nombre de postes qui ont été détruits à ce jour ?
C'est très difficile à dire aujourd'hui. Non, on n'en a pas, parce que généralement, c'est des choses qu'on ne mesure que au moins quelques mois après. Alors, cela dit, quelle nuance pouvons-nous faire entre le taux de chômage et le taux d'activité, notamment en cette période de crise? Vous savez, dans cette période de crise, d'abord, il y avait le confinement. Certaines activités étaient peut-être demandées et d'autres étaient donc en suremploi, c'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes qu'elles en avaient besoin réellement. Beaucoup de personnes aussi, particulièrement en sachant qu'au Maroc nous avons beaucoup d'informels, étaient complètement arrêtés. Et cet informel a aussi un lien avec l'économie en tant que telle et avec le formel. Et par conséquent, il avait un impact sur l'ensemble de l'économie. Tout ça fait qu'on ne mesure pas tout puisque nous n'avons pas les données précises sur le secteur informel. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un impact important et que cet impact qui est important, on peut le mesurer à travers, comme vous l'avez dit, les gens qui sont à la CNSS, mais il y a aussi tout ce qui est public, et dans le public aussi, tout le monde n'a pas été en activité. Donc tout ça, c'est un peu délicat. C'est vrai que pour certains, c'est momentané. Donc l'activité, dès qu'elle reprendra, ils vont reprendre leur poste, et en espérant que l'activité reprenne assez vite. Mais pour d'autres, ce sera beaucoup plus difficile, surtout ceux qui étaient en réelle crise pendant cette période et qui ont vraiment vu leur chiffre d'affaires, leur activité s'arrêter complètement. En effet, la tendance peut être biaisée par rapport à l'arrêt temporaire de travail pour définir justement le nombre exact de suppression d'emplois. Ceci dit, vous avez parlé d'importance de perte d'emplois. Pensez-vous que la tendance soit beaucoup plus grave chez les PME, TPE ou beaucoup plus vers les grandes entreprises? Généralement, ceux qui sont plus sensibles à ce type de situation, ce sont les PME. Parce qu'elles ont elles gèrent moins en termes de prévisionnel, elles ont moins de capacité de pouvoir ou de résilience en général pour pouvoir faire face à ce type de situation, mais aussi vu qu'elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et aussi, il faut dire, contrairement peut-être à des pays développés, elles ne sont pas assez aidées et n'ont pas assez d'ouverture vers le prêt bancaire, etc. Donc, ce qui fait qu'elles le vivent beaucoup plus difficilement que les grandes entreprises. Qu'en est-il des secteurs, selon vous? Quels sont les secteurs? Bon, bien sûr, nous connaissons bien sûr le secteur des services, notamment l'hôtellerie, la restauration, et ces secteurs qui ont été tout simplement arrêtés par décision administrative. Oui. Quels sont les secteurs les plus touchés, les plus impactés par les suppressions d'emplois? Comme vous l'avez dit, tout ce qui est tourisme, hôtellerie, restauration, tout ce qui est aussi service à la personne, comme tout ce qui est les petits métiers de coiffeur, tout ce qui est aussi dans l'informel, les gens qui travaillent dans l'informel, tout ça c'est très important, et ça représente à peu près, ça dépend peut-être le tiers de l'économie du Maroc, c'est énorme. Et c'est là où il va y avoir le plus d'impact. Et puis, il y a des secteurs de services en général qui ont été touchés. L'industrie, ça dépend. Il y a des industries qui ont été plus sollicitées, d'autres beaucoup moins, et peut-être même été en arrêt par la force des choses. Et donc, il est à revoir aussi, beaucoup de choses plus en détail, parce qu'aujourd'hui, donner des chiffres exacts et faire de la prospective ou du prévisionnel, c'est très très difficile, sachant qu'on est dans un environnement qui est en pleine évolution, qui est aussi très circonstanciel. Donc, tout dépend des entreprises, des environs dans lesquels ils sont, du domaine, aussi de leur capacité à pouvoir répondre. Certaines ont pu développer parce qu'elles étaient assez, disons, prémunies pour travailler en télétravail quand il fallait, d'autres beaucoup moins. Voilà, tout ça fait qu'il y a beaucoup de disparités entre les entreprises et on ne connaît pas vraiment, les chiffres exacts. Mais on sait que ça a perturbé beaucoup de monde et beaucoup de secteurs. Et notamment chez les jeunes, Saïd Belal,
bon, le chômage reste très élevé parmi cette catégorie, notamment les 15-24 ans, plus du double de la moyenne nationale d'habitude. Comment, selon vous, comment mieux cibler cette catégorie des jeunes qui ont perdu leur emploi justement? Oui, de toutes les manières, comme vous l'avez dit, ça a toujours été la catégorie la plus touchée par le taux de chômage. Aujourd'hui, quand on est en une période de crise, c'est généralement un peu plus délicat encore. Je me rappelle que durant ce qu'on a appelé le printemps arabe, il y avait une opération, enfin peut-être disons un projet qui a été mené par l'Office chirurgien des phosphates, où ils avaient pris en charge à peu près 15 000, je crois, autour de 15 000 jeunes, et l'objectif était d'employer chez eux une partie et de développer l'employabilité des autres en fonction des besoins du marché et essayer de voir l'adéquation entre ce que demandait le marché et particulièrement certaines entreprises et ce qu'il fallait développer comme employabilité chez ces jeunes. Et c'est une opération qui avait très bien marché et donné d'excellents résultats. Donc ça aussi, c'est disons, quelque chose qui peut être reprise. Autrement dit, maintenant, on ne sait pas quels sont les impacts qu'il va y avoir après cette crise, parce qu'il dépend de beaucoup de facteurs. Et tous les facteurs sont assez disparates, sont en évolution, dépendent aussi du national et de l'international. Donc c'est difficile, mais on sait qu'il y aura beaucoup de changements. Très bien. Donc tout dépend de ce qui va se passer en Europe, parce que nous avons beaucoup de liens avec l'Europe. Les délocalisations dont il parle, est-ce qu'on va en profiter? Dans quel secteur? Peut-être qu'il y aura des changements de secteur chez nous aussi, qui sont aujourd'hui beaucoup délocalisés, mais d'autres qui vont peut-être venir aux dépens de cela, ou en même temps avec tout ça. Cela, on ne sait pas. Ceci dit, c'est ce qu'il faut savoir, très vite être au diapason de tout ça pour préparer les compétences de demain dont auront besoin ces entreprises, et particulièrement chez les jeunes. Certainement à prendre en compte lors de la mise en place de ce plan de relance que tout le monde attend. Si vous le permettez, Saïd Blal, nous allons passer aux questions de nos internautes, et dont deux qui se rejoignent, celle de Jamal par rapport à la question des étudiants en fin de cursus qui vont se retrouver face à une situation de crise, mais aussi celle de Abdessamad qui se pose: quelles perspectives pour les futurs diplômés, mais aussi les cadres, notamment ingénieurs et gestionnaires? Alors, vous savez, au Maroc, nous avons un problème en termes de, quand on appelle cadre, et tout dépend aux entreprises aujourd'hui, on demande de cadres. Nous n'avons pas suffisamment de compétences par rapport, surtout au niveau de l'encadrement, par rapport à la demande des entreprises. Le problème, c'est dans l'adéquation et dans la formation. Donc, peut-être que les jeunes, et surtout les ingénieurs, nous avons des ingénieurs de très haute qualité au Maroc. Ce qui leur manque généralement, ce sont les soft skills. Et il faut que l'État fasse en sorte, soit avec des lieux où ils peuvent aller se former assez rapidement pour développer ces soft skills, mais aussi les langues, pour mieux les maîtriser, et pas seulement le français. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ces délocalisations, etc., peut-être que nous aurons besoin d'avoir l'italien, l'allemand, peut-être d'autres langues. L'anglais et l'espagnol sont déjà assez demandés. Et donc, tout ça sont des choses qu'il faut développer assez vite et permettre à ces jeunes de pouvoir y accéder assez facilement. Très bien. Alors, en parlant de soft skills et notamment par rapport aux jeunes, il y a ce secteur de l'outsourcing que vous venez d'évoquer. Youssef, toujours via Facebook, il se demande si la nouvelle organisation du travail peut atténuer les effets de la crise. Qu'est-ce qu'on entend par la nouvelle organisation du travail ? Alors, il n'a pas vraiment précisé, mais je pense qu'il est question là de télétravail en l'occurrence, parce que c'est le champ. Ah oui, d'accord. Alors, digitalisation peut-être. Absolument, absolument. Bien sûr qu'elle va avoir des effets. Elle va avoir des effets, et ce sera un des domaines qui sera les plus en évolution dans un futur proche. De toutes les manières, tout ce qui est système d'information, digitalisation, tout ce qui est aussi télécom, tout ça, ce sont des choses qui vont beaucoup évoluer. Mais peut-être aussi la recherche et le développement. On s'est rendu compte, vous avez vu au Maroc, nous avons beaucoup de personnes très créatives
Nous avons pu, pendant cette période très difficile, répondre à des choses que même des pays développés ont difficulté à pouvoir y répondre. Et donc, nous avons beaucoup de potentiel. Il faut que ce potentiel lui donne les moyens pour pouvoir plus se développer. Et donc, aussi dans la recherche et le développement, on cherche dans l'innovation. Ça, c'est des domaines où on peut beaucoup alors que la digitalisation, on voit que quand même, c'est un projet en cours, mais en tout cas qui a pris un bon coup d'accélérateur pendant cette crise du Covid, ce qui est positif. Merci beaucoup en tout cas Saïd Blal d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et il sera justement question en deuxième partie d'émission de digitalisation, mais du retail via le e-commerce. À tout de suite. Alors oui, cette crise du coronavirus entraîne une baisse de l'activité commerciale classique, mais elle booste toutefois les achats en ligne. Les transactions ont ainsi bondi au Maroc de plus de 40% depuis le début du confinement. Souhail Jalil revient sur les chiffres du e-commerce au Maroc pendant cette période de confinement. Regardez. Le coronavirus revitalise le commerce électronique. En effet, la crise sanitaire joue un rôle moteur pour les entreprises qui développent une stratégie en ligne. Et le confinement, lui, a encouragé les gens à effectuer des achats en ligne à l'heure où de plus en plus de magasins physiques ont décidé de se connecter. Dans le royaume comme partout dans le monde, la variation du trafic, elle, dépend du produit ou du service. Dans ce sens, du 20 mars au 19 mai 2020, le chiffre d'affaires des transactions en ligne au niveau national a dépassé 635 millions de dirhams, soit une évolution de plus de 19% par rapport à la même période en 2019. Le nombre des transactions, lui, atteint près d'1,8 million, soit une évolution de plus de 41,5%. Le nombre de cartes locales actives durant la période du confinement a dépassé 426 000, soit une évolution de plus de 46,3%. Quant au nombre de points de vente actifs, il se chiffre lui à 750 unités contre 711 durant la même période en 2019. C'est donc une évolution positive pour le e-commerce au niveau national, un changement qui montre à quel point le commerce en ligne peut servir de roue de secours pour les commerçants. Et il y a à noter que le Maroc occupe la 95e position dans le dernier classement de l'index de la CNU-CED sur le commerce électronique entre entreprises et consommateurs. De ce fait, il n'est pas exclu que le coronavirus soit un véritable déclencheur d'une révolution commerciale numérique. Et depuis Casablanca, via Skype, le directeur général du Centre monétique interbancaire. Bonsoir, Michael Nasseri. Bonsoir. Alors, on l'a entendu, les nouvelles sont bonnes pour le commerce électronique au Maroc et la tendance est nettement à la hausse. Quel impact sur l'économie du Maroc, selon vous ? Alors, sur l'économie du Maroc en général, ce que l'on constate, c'est déjà pendant cette période de confinement, le e-commerce a permis de garder certaines activités en vie. Et donc, un certain nombre d'enseignes ont pu très rapidement s'adapter et mettre en place de nouveaux modes de distribution, donc en mettant en ligne leurs produits ou leurs services. Donc, on a vu un réel shift vers le paiement en ligne. Donc les gens étant confinés avaient du temps, ils naviguaient beaucoup sur Internet et donc il y a eu pas mal d'achats qui ont été faits sur des secteurs d'activité que l'on ne soupçonnait pas avant, enfin on ne soupçonnait pas en tout cas qu'ils allaient connaître un tel engouement pendant cette période-là. Donc il y a eu tout d'abord une première période où il y a eu des achats massifs dans l'électronique et donc pour s'équiper, notamment pour équiper les enfants en tablettes, les étudiants notamment en tablettes, en connexion et en dispositif pour qu'ils puissent poursuivre leurs études en ligne. Il y a eu également beaucoup d'achats d'articles de sport, étonnamment. Donc les gens se sont équipés, ne pouvant pas peut-être aller exercer leur activité préférée en extérieur ou en salle, donc ils se sont équipés en articles de sport. Et nous avons vu aussi un certain nombre de secteurs d'activité qui étaient peu présents sur le paiement en ligne, donc développer leur chiffre d'affaires grâce donc à la mise en ligne de leurs services. Un certain nombre d'écoles et d'instituts supérieurs d'enseignement qui se sont mis également au paiement en ligne des frais de scolarité. Nous avons vu également une très très forte poussée des achats de recharge télécom et de paiement de factures. Donc les gens évitaient d'aller les régler en cash
et donc pour se prémunir, ont plutôt opté et adopté le paiement à distance, donc sans contact à travers leur carte bancaire, mais également à travers toutes les applications qui sont proposées par les banques et qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de facturés. Donc on a constaté une très très forte croissance, en tout cas sur ces segments-là. Très Les bien. produits ouais. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, il y a également tout ce qui est produits d'hygiène, produits de beauté, donc tout ce qui est parapharmacie, qui se sont très bien comportés donc pendant cette période de confinement. Mais à contrario, il y a un certain nombre d'activités qui se sont complètement éteintes. Donc tout ce qui est hôtellerie, toute la restauration, donc qui n'a pas pu continuer. Donc pour ceux qui faisaient de la livraison de repas, n'ont pas pu poursuivre leur activité. Donc il y a eu un réel impact aussi à la baisse sur un certain nombre d'activités, mais d'autres en ont profité. Et depuis quelques jours, le prêt-à-porter en ligne fonctionne très très bien. Donc les gens ont envie d'acheter, ont envie de profiter aussi des bonnes affaires que l'on peut trouver en ligne. Et on a vu donc un certain nombre d'enseignes physiques qui ont très très rapidement réagi et ouvert de nouveaux canaux de vente à distance sur lesquels donc les utilisateurs... Qu'en est-il de la tendance par ville? Donc vous venez de nous décortiquer la tendance par secteur d'activité, de commerce ou de e-commerce, plus 40%. Qu'en est-il des villes? Quelles sont les villes qui se sont démarquées? Alors, les villes qui se sont démarquées, bien entendu, c'est Casa, Rabat, Tanger et Marrakech. Dans une moindre mesure, les autres villes, mais bon, c'est celles qui sont en tout cas les plus qui représentent le plus gros des achats en ligne. Reste bien entendu donc Casa, Rabat, Tanger et Marrakech. Donc dans cet ordre-là. Qu'en est-il de la valeur des transactions ou du panier? Est-elle en hausse également? Tout à fait. Sachant qu'il n'y a plus de billets d'avion qui sont acquis en ligne. Absolument. Alors, quand on fait abstraction justement de cette partie, donc des compagnies aériennes, et qu'on regarde comment s'est comporté l'acheteur marocain, donc on voit effectivement un panier moyen qui est un peu plus important qu'à l'accoutumée. Donc, le panier moyen a progressé principalement dès l'entrée donc en ligne de la grande distribution, donc qui a commencé à vendre donc à distance à travers deux opérateurs différents qui assuraient la livraison des courses. Et donc là, on a réellement vu le panier moyen augmenter. Et on a vu aussi le panier moyen augmenter grâce aux achats dans le mobilier. Donc le mobilier a très bien fonctionné aussi. Donc le mobilier en kit particulièrement. Et donc, on a vu effectivement beaucoup de gros tickets passer sur ces secteurs d'activité. Les produits de beauté également représentent des tickets, des paniers moyens assez importants. Donc, ils tirent vers le haut le panier moyen global. Et de l'autre côté, nous avons les petites transactions en ligne qui sont de plus en plus nombreuses également. Donc, les recharges, vous pouvez faire une recharge à partir de 10 dirhams en ligne. Et donc, on a beaucoup de recharges qui atténuent cette croissance du panier moyen. Mais clairement, les gens achètent beaucoup plus. Donc, la fréquence de paiement est beaucoup plus importante en ligne. On a de plus en plus d'internautes qui ont craqué pour la première fois donc, à partir du 20 mars et qui ont pour la première fois fait une opération en ligne. Des novices. Très bien. Alors justement, pour consolider les acquis, sur ce secteur. Oui, pour consolider ces acquis qui ont accompagné cette période de crise, comment émerger justement ce commerce en ligne pour les commerces de proximité qui représentent le nerf de la guerre? C'est la colonne vertébrale du commerce au Maroc. Comment faire pour justement les drainer vers une digitalisation du retail qui concerne aussi ces commerces de proximité? Tout à fait. Alors les commerces de proximité, on l'a tous vu. On a tous vu notre supérette de quartier ou l'épicier du coin qui a commencé à prendre des commandes soit sur WhatsApp, soit par téléphone et qui livrait ou qui vous demandait de venir récupérer votre commande. Donc il y a eu une transformation de l'acte d'achat de manière tout à fait claire. Et donc ces commerces de proximité,
un certain nombre qui se sont lancés et qui ont décidé, donc, à l'occasion de cette crise-là, de développer ce nouveau canal de vente qui viendra par la suite en complément de leur activité physique. Et donc, cette omnicanalité, comme on dit aujourd'hui, permet justement aux petits commerces du coin d'augmenter leur chiffre d'affaires, donc de proposer une nouvelle façon de mettre en vente et de livrer les produits. Donc, il y a le click and collect aujourd'hui qui marche très très bien. Donc vous faites votre commande soit en ligne sur un catalogue qui est en web ou carrément sur les différents réseaux sociaux qui peuvent présenter vos produits, et ensuite vous allez passer un coup de fil et recevoir un lien de paiement sécurisé qui vous permet de payer à partir de chez vous, et ensuite vous passez récupérer votre commande. Alors, chez je voudrais juste revenir avec vous pour le post-Covid, pour après, et cette tendance, si elle doit se maintenir, il y a une stratégie, n'est-ce pas, à mettre en place pour ce commerce électronique. Le Conseil de la concurrence a planché dessus. Avez-vous été associé à l'élaboration de cette stratégie? Et si oui, quelles en sont les principales mesures? Écoutez, je n'ai pas connaissance. Alors, le Conseil de la concurrence a dit qu'il allait accompagner, ou en tout cas piloter une réflexion pour une nouvelle stratégie du e-commerce, mais elle n'est pas encore, enfin à ma connaissance en tout cas, elle n'a pas encore été construite. Donc il y a des réflexions effectivement. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les membres du Conseil de la concurrence à plusieurs reprises. Il y a des réflexions, il y a disons un réel intérêt des pouvoirs publics, mais également des acteurs privés pour promouvoir donc ces nouveaux modes de paiement qui sont que les Marocains plébiscitent. Merci. Plébiscite et notamment en cette période de crise. Merci beaucoup, Michael Nassiri. Malheureusement, le temps de l'émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour un nouveau numéro de Questions Écho. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions sur la page Facebook ou le hashtag Questions Écho et nous allons tenter de répondre à vos questions selon le temps disponible, bien sûr, avec nos invités. Merci à tous, très bonne suite des programmes et prenez bien soin de vous.